Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. N'a dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit côté, il y a peut-être des radios. C'est rendez-vous que nous gagnons donc avec Association professionnelle d'école privée APEP dans le cadre d'émission Former, Éduquer et Vivre. Une émission qui est partenue par Batimat, établissement Berthonivieux, éditions MS et Loco Design. Et pour propositions, questions, suggestions, critiques, nous avons écrit dans apep.fev1010@gmail.com. Jeudi, nous avons rendez-vous avec Madame Martine Libertino. C'est une madame que nous avons eu l'occasion de tendre avec un pile plaisir. Ça fait quelque temps de ça, de nous avons débattre de questions la paix dans le cadre d'émission justement Former, Éduquer, Vivre d'association professionnelle d'école privée. Elle y est accompagnée, je dis à tout, de Madame Oseline Benjamin. Et Madame Libertino, pour les gens qui étaient supposés, eh bien, a confirmé, ils sont des gens qui ont une philosophie. Alors, première question donc que nous avons gagnée pour Madame Libertino, est-ce que vous êtes capable de parler nous de idées maîtresses philosophiques? Pourriez-vous nous parler des idées maîtresses de votre philosophie, Madame Libertino? Bonjour, nous rentrons donc dans le vif du sujet tout de suite. Exactement. Alors, je pourrais effectivement vous parler donc des bases de ma philosophie. Et la première idée maîtresse donc, de cette philosophie est que l'homme est fait pour être heureux, qu'il a les moyens de le devenir et qu'il a aussi les moyens de le rester. La deuxième base de cette philosophie serait que sa vie, son destin et son histoire ne dépendent que de lui, de son libre arbitre et de son pouvoir. Est-ce que vous voulez développer ou bien est-ce que vous voulez que je continue? Mais on n'en a pas de problème à ce que vous développiez un peu. Ouais. Quand vous dites que ça dépend de son libre arbitre, ça veut dire que son malheur, c'est lui qui le fait, tout comme son bonheur, c'est lui qui le fait. Alors ça veut dire qu'effectivement, nous créons notre destin, nous créons ce qui nous arrive. Et il est évident que nous créons notre destin en agissant dans notre présent. Alors pourquoi nous créons notre destin? Et c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, notre malheur ou notre bonheur. Je préférerais d'ailleurs dire notre bonheur ou éventuellement notre malheur. Parce que effectivement, nous avons un libre arbitre qui nous permet de choisir à chaque seconde de notre vie l'état d'esprit que nous voulons avoir. Et l'état d'esprit que nous voulons avoir est déterminé par notre capacité d'être déterminé, de décider ce que nous voulons de notre vie, et déterminé par les peurs éventuelles que nous allons avoir, qui vont justement, à ce moment-là, influencer notre destin. Dans ce sens que, comme justement j'ai un libre arbitre et un pouvoir, si je redoute qu'une situation m'arrive, je vais l'attirer. Si je décide que je mérite d'avoir une vie conforme à mes besoins, je vais également construire cette vie. Là, vous parlez du point de vue individuel ou du point de vue collectif? Alors, au niveau collectif, c'est exactement la même chose, à savoir que j'en suis persuadée. Vous ne pensez pas qu'il y a des forces une collectivité peut ne pas contrôler? Mais justement, au niveau de la collectivité, la force d'une collectivité est la multiplication des forces individuelles. Alors, si vous voulez, je dirais oui et non. Pourquoi oui? Parce que, effectivement, à partir du moment où dans une collectivité, 51% de la population éprouve un mauvais état d'esprit, se fait du mal, accepte de souffrir, à ce moment-là, c'est clair que la collectivité répondra à la multiplication de ces personnes, puisqu'on dépasse en fait la moyenne. Par contre, si 51% de la population décide de ne plus se faire souffrir, comprend qu'elle est maître de son destin, parce qu'elle a la capacité, par son libre arbitre et son pouvoir, de décider ce qu'elle veut de sa vie, à ce moment-là, effectivement, elle va décider aussi dans le bon sens du terme. Ce qui veut dire que nous pouvons créer le paradis ou l'enfer sur la terre. Oui, ben si par exemple, nous avons une collectivité à des voisins particulièrement agressifs et en quête d'hégémonie, est-ce que ça dépend de mon état d'esprit d'attirer le positif et le négatif que tu es agressé par ce voisin tout-puissant? Alors,
Bon, je comprends que vous preniez cet exemple parce qu'évidemment, ça fait partie de notre c'est toujours le bon exemple. Mais en même temps, je comprends que ça fasse partie de votre histoire et j'irai beaucoup plus loin, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ce que vous me dites est valable dans ce sens que nous n'avons pas encore compris que l'être humain a la capacité évidemment d'aller à l'école, de s'alphabétiser, d'avoir une éducation, mais nous n'avons pas compris que l'être humain doit aussi avoir une éducation pour la paix. Cette éducation pour la paix va le conduire à comprendre comment il fonctionne et va le conduire surtout à lui donner des moyens justement pour avoir cette paix à l'intérieur de lui. Donc nous pourrions dire que l'homme doit apprendre son métier d'homme. Alors dans le cas où il n'a pas appris son métier d'homme, évidemment que je suis d'accord avec vous, une personne va être soumise à l'influence, si vous voulez, de l'agressivité de l'autre, parce qu'elle n'a pas éduqué ce que j'appelle son subconscient, qui fait partie de ses programmations émotionnelles, et elle va attirer cette situation parce qu'elle a en elle des peurs, des acceptations par rapport à ses difficultés, etc., puisque l'enfant va naître avec ses programmations émotionnelles. Si cette personne a compris qu'elle peut justement éduquer son subconscient et qu'elle développe en elle des capacités justement à gérer ses émotions, elle va se rendre compte qu'elle accepte justement cette notion du libre arbitre qui lui permet en fait d'éduquer sa pensée, d'éduquer son imagination, d'attirer des événements qui vont être conformes à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle pense et surtout à ce qu'elle veut. Et à partir de ce moment-là, elle va se rendre compte elle-même, parce que ce dont je vous parle, ce n'est pas seulement des théories, c'est quand même 35 ans d'expérience derrière moi et des preuves, des milliers de preuves par rapport aux gens qui ont travaillé avec moi, qui vous diront qu'à partir du moment où je prends conscience de mes pouvoirs, je prends conscience de mes besoins aussi, et que je crée cette alchimie à l'intérieur de moi, de détermination, de persévérance, de motivation pour être heureux, je vais attirer des événements proportionnels à ce que je désire de créer de ma vie ou proportionnels à la tendance destructrice que je peux avoir ou aux peurs que je peux avoir. Oui, alors si je comprends bien, il y a certains spécialistes d'une certaine branche de l'activité humaine qui diraient à ce moment-là que vous créez un égrégore. On peut créer un égrégore positif ou un égrégore négatif. Oui. C'est ce que j'appelle l'inconscient collectif d'une famille, d'une communauté, d'une ville, d'un pays, etc. Et effectivement, il y a aussi l'égrégore de toute l'humanité, et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et l'important toujours, c'est de faire basculer la balance dans le bon sens du terme. Bien. Ce qui veut dire donc qu'à partir de ce moment-là, vous accordez la priorité à des valeurs. Tout à fait, oui. C'est ça? Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Alors, évidemment, dans ma philosophie, parce on peut déterminer, on peut interpréter la notion de valeur. On peut interpréter la notion de valeur. Ça veut dire, est-ce que vous la prenez dans le sens moral? Non, parce que dans le sens moral, pour moi, une valeur devient une convention. Voilà. Bon, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle la moralité. Mais dans le sens moral conventionnel, pour moi, une valeur, c'est aussi un a priori, c'est une prison. Ce que j'appelle une valeur, sur la base de ma philosophie, ce sont des qualités primordiales dont l'être humain a besoin pour se développer, pour aider les autres à se développer, pour être heureux et pour faire de son avenir et de son pays un endroit où il fait bon vivre. Donc ces valeurs sont primordiales avant tout pour le bonheur de l'être. Mais quand je dis le bonheur, je ne parle pas pour l'égoïsme. Je parle vraiment pour le bonheur de tous. Mais est-ce que, à ce moment-là, vous ne mariez pas cela avec la conscience morale? Puisque vous dites que ça devient une convention à ce moment-là. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que la conscience... Établie par une société dans un temps... Alors, si la conscience morale est établie justement par des conventions qui sont basées sur des peurs, qui sont basées sur le qu'en dira-t-on, qui sont basées sur des habitudes de fonctionner qui ne sont pas forcément justes, qui sont basées sur des conventions qui ne sont pas capables d'être remises en question. Parce qu'en fait, même la notion de convention, pour moi, elle ne me gênerait pas, à condition qu'on comprenne qu'une convention est valable jusqu'au moment où elle n'est plus utile à un être humain. Elle doit se remettre en question. Donc elle doit être accompagnée d'une grande liberté de pensée.
Si cette convention n'est pas accompagnée de cette liberté de penser, elle va apporter dans la vie de l'être humain des obstacles parce qu'au moment où il doit changer, il doit évoluer, il doit comprendre autre chose, il sera prisonnier de cette convention, de sa peur justement du qu'en dira-t-on, des habitudes de fonctionner de sa communauté. Et à ce moment-là, il va souffrir et il peut faire aussi souffrir les autres parce qu'il aura des frustrations, des manques. Ces frustrations vont se transformer en sentiments d'injustice qui vont eux-mêmes se transformer en colère. C'est ainsi qu'on arrive à la guerre, sur un plan collectif. Mais est-ce qu'une valeur peut changer avec le pays, le temps, la culture? Alors pour moi, les valeurs fondamentales sont universelles. Et chaque peuple, chaque pays a besoin de ces valeurs universelles qui sont... donc je parle des valeurs donc, qui sont la synthèse de ma philosophie. Et quelles seraient ces valeurs universelles? Alors elles sont l'amour, première valeur. La deuxième sera la liberté. La troisième, la rigueur. La quatrième, la beauté. La cinquième, l'idéal. Et ces 5 valeurs seront portées par la détermination. À partir du moment où je m'aime, à partir du moment où j'ai une capacité d'aller au bout de ce que j'entreprends, que j'ai une capacité d'avoir une liberté d'esprit. Par exemple, pensez-vous que la justice ne sera pas respectée? Justement, pour moi, la justice dépend de ces valeurs fondamentales. Ce n'est qu'une conséquence. Si nous n'avons pas ces valeurs fondamentales, la justice ne sera que des lois. Des lois que nous allons mettre en place parce que... Et les lois sont souvent injustes. Les lois, en fait, qu'est-ce qu'une loi? La loi, pour une société, si nous approfondissons, en fait, une loi n'est que l'échec d'une société. Parce qu'à partir du moment où je dois mettre des lois en place, ça veut dire que les gens n'écoutent pas ce qui est juste en eux, n'écoutent pas leur conscience. Donc la loi n'est qu'une répression qui amène les gens soit à la contourner, soit à obéir par peur. Mais en fait, ça n'amène pas l'individu à prendre un choix libre et consenti et responsable parce qu'il a la maturité de faire ses propres choix pour le bien de tous. Mais à ce moment-là, vous ne mettez pas un petit peu en question l'État lui-même? L'État en tant que gouvernement? L'État, oui. Mais en fait, c'est pas l'État que je vais remettre en question, au même titre que je ne vais pas remettre en question un parti politique, une religion, une communauté. Ce que je remets en question, c'est le manque de neutralité. Non, parce que quand vous dites que la loi, c'est un constat d'échec d'une société, mais étant donné que l'État existe et repose justement sur un ensemble de lois dans tous les domaines, des règlements que tout individu est censé connaître, est-ce que l'existence même de l'État ne serait pas un constat d'échec? Pour moi, non, parce que l'État en lui-même, en fait, l'État, il est tout à fait normal que dans une société, il y ait une hiérarchie. On ne peut pas avoir une société unilatérale avec chaque personne. Il existe d'ailleurs, ça fait partie de ma philosophie, puisque j'enseigne différents types de personnalités. Donc certaines personnes ont la capacité de diriger. Mais la capacité de diriger n'est pas la capacité d'écraser ni d'imposer. Ouais, c'est là où est la subtilité. Certaines personnes sont faites pour avoir un métier manuel ou pour agir à un autre niveau, pour enseigner, etc. Bon, ce qui veut dire que si l'État est composé d'hommes qui connaissent leur métier d'homme et qui se mettent à la disposition d'un pays sur la base des valeurs fondamentales, à ce moment-là, ces personnes... Les valeurs fondamentales sont les valeurs universelles. Pour moi, sont universelles à tous les niveaux, dans tous les domaines de la société. Donc, à partir de ce moment-là, l'État sera en équilibre parce que ces personnes ne vont pas arriver au pouvoir parce qu'elles ont besoin de se revaloriser, parce qu'elles ont besoin de se prouver quelque chose, mais elles se mettront à la disposition de la communauté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en fait, ce n'est ni une religion, ni un État, ni un parti que je vais remettre en question. Ce que je remets en question, c'est l'état d'esprit des hommes à l'intérieur de cet État, l'état d'esprit des hommes à l'intérieur d'une société, d'une entreprise, d'une religion, etc. Bon, alors, avant de vous poser l'autre question, j'aimerais que les auditeurs vous entendent reprendre ce que vous considérez comme les valeurs universelles, incontournables. L'amour, voilà. Quoi encore? Alors, l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal, et ces 5 valeurs portées par la détermination. Tout un programme. Alors maintenant, comment va-t-on acquérir une de ces valeurs, l'une d'entre elles?
Alors déjà, nous pouvons considérer que l'homme a en lui ses valeurs. C'est-à-dire que moi, je ne pars pas du principe que l'homme naît méchant ni négatif. L'homme naît avec deux facultés, deux possibilités en lui. Il a donc en lui ses valeurs fondamentales. Elles sont à l'intérieur de son âme, par le biais de sa conscience d'ailleurs. Et malheureusement ou heureusement, parce que c'est la loi du libre arbitre, il a la possibilité d'interpréter ces valeurs. Et cette interprétation sera basée sur des réactions émotionnelles et sur des réactions qui vont se transformer en habitude de fonctionner, c'est-à-dire en programmation émotionnelle. C'est ce qui est important aussi dans l'enseignement de ma philosophie, c'est que nous devons étudier en fait ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, et chaque personne doit prendre conscience de ses difficultés. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, ces valeurs sont en moi, mais chaque personne va, dès sa naissance, parce qu'elle n'a pas la neutralité nécessaire à l'heure actuelle, va dès sa naissance vivre ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire la dualité entre les valeurs fondamentales que nous venons de citer et mon interprétation des valeurs fondamentales, qui vont faire que je vais réagir émotionnellement. Alors donnons des exemples, parce que c'est encore plus simple. Oui. Voilà. Alors l'amour, évidemment, c'est un grand mot, parce que d'ailleurs, d'une manière, je dirais que ne serait-ce qu'au niveau des religions, la première chose dont on nous parle, c'est l'amour. Bon, maintenant, il est évident que si je parle d'amour avec ma conscience, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que la première personne que je dois apprendre à aimer, c'est moi. Parce que si je ne m'aime pas, je vais me rendre compte que je n'ai pas de capacité d'aimer les autres. C'est impossible. Je ne vais pas... il est impossible qu'une personne puisse aimer correctement une autre personne si elle n'est pas capable de s'aimer elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle va confondre à ce moment-là l'amour avec la dépendance. Elle va confondre l'amour avec la possessivité. Et nous voyons qu'à partir de ce moment-là, ce ne sont plus des valeurs fondamentales, ce sont des programmations émotionnelles. Donc il y a une grande différence justement entre cette valeur que nous devons enseigner aux enfants, aux adolescents, aux adultes, parce que l'être humain ne vient pas sur Terre avec cette valeur innée en lui, puisqu'il a, en fait, c'est comme nous sommes à la radio, nous pouvons écouter 2 stations de radio, mais nous devons choisir laquelle nous voulons... nous pouvons entendre 2 stations de radio, et nous devons choisir laquelle nous voulons écouter. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, c'est ça, c'est que où il décide d'écouter sa conscience, qui lui restitue ses valeurs fondamentales d'une manière juste, où il va écouter son subconscient, qui lui a interprété ses valeurs fondamentales. Et si nous prenons le cadre de l'amour, qui va se traduire justement par ce que je citais tout à l'heure, la dépendance, la possessivité, le sacrifice, qui vont le faire souffrir, qui vont faire souffrir son entourage, et qui évidemment ne peuvent pas, à long terme, le conduire à la paix. Maintenant, est-ce qu'il y a là-bas, vous, je dirais, un type d'environnement qui favorise l'acquisition de ces valeurs ? Alors, si nous prenons l'histoire de la société actuelle, je dirais dans l'humanité, il n'y a pas forcément un type d'environnement spécifique qui va permettre de vivre ces valeurs. Par contre, il y a la capacité chez l'adulte de s'éduquer lui-même, parce que c'est une éducation que nous devons donner à l'homme, et de donner à l'enfant, à partir en tout cas de l'âge de 6 ans, qui a la capacité de dialoguer, de réfléchir, de donner cette éducation que nous pouvons appeler l'éducation pour la paix, mais qui est souvent interprétée de nouveau dans notre philosophie, dans notre société, d'une manière trop concrète, trop terre à terre. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais dans les congrès et que j'entends parler de l'éducation pour la paix, parce que c'est un mot dont on parle beaucoup, et d'autant plus dans les pays d'Afrique, etc., tout le monde a compris que la paix passe par l'éducation pour la paix. Mais malheureusement, souvent, on réduit cette éducation pour la paix à l'alphabétisation, à la capacité pour les enfants à aller à l'école, à apprendre les matières, etc. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas le faire, je veux dire c'est indispensable. Mais l'alphabétisation, l'acquisition des matières vont développer l'intellect chez l'être humain. Alors c'est bien, mais avant de développer l'intellect, il doit développer son intelligence, il doit développer son cœur, il doit développer son intuition,
pour que, une fois qu'il aura acquis tout ce que son intellect peut recevoir, il ait la capacité d'analyser avec son intuition, avec son cœur, ce que la société lui enseigne. Hein. Donc pour moi, l'éducation pour la paix, ça ne passe pas seulement par l'alphabétisation, ça passe par un complément qui est la base, qui est justement ces valeurs fondamentales, que l'enfant devrait apprendre dès l'âge de 6 ans à l'école. Alors, si je comprends bien, tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure comme valeurs, l'amour, la rigueur, etc., c'est l'application de ces valeurs qui nous assure la paix. Je dirais qu'on peut aller encore plus loin. Hein. C'est la prise de conscience d'abord de ces valeurs. Ensuite, l'acceptation de ces valeurs, l'assimilation de ces valeurs, et ensuite l'application. Parce que l'application n'est que la conséquence dernière de l'état d'esprit que je vais créer grâce à ces valeurs. Mais on ne peut pas créer un état d'esprit si nous ne sommes pas partie prenante. Voyez, autrement, on revient toujours aux lois, on revient toujours aux obligations, à l'éducation telle que nous la concevons, par des devoirs. Et l'être humain qui doit est un être humain qui, au fond de lui, n'est pas heureux, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit. Et c'est la base de l'éducation au départ. Et c'est vrai que je vois beaucoup, quand je parle aux enseignants, qui n'ont pas encore commencé cette formation, qui me parlent de devoir, l'enfant doit faire ça à l'école, l'enfant doit se comporter comme ça, etc. etc. Moi, je pars du principe que un enfant doit comprendre pourquoi on lui demande de se comporter de telle ou telle manière. Il doit l'assimiler à l'intérieur de lui et juger de lui-même que s'il se comporte comme cela, il va être heureux, il va rendre les autres heureux. Et donc, il doit librement faire le choix. Autrement, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Mais on rappelle à tout le monde que nous sommes en train d'écouter l'émission Former, Éduquer, Vivre de l'association professionnelle L'École Privée. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Martine Libertino, qui nous parle des bases de sa philosophie. Au cours de la première émission, elle nous a parlé des idées maîtresses de cette philosophie. Elle a parlé des valeurs, ce que c'est qu'une valeur. Est-ce que valeur est synonyme de morale? Peut-elle changer avec le temps, le pays, la culture? Quelles sont les valeurs qu'elle considère comme universelles? Et sont-elles les mêmes que les valeurs qu'elle est en train de promouvoir? Elle nous a aussi expliqué comment on peut acquérir une valeur, qu'il y a un type d'environnement qui peut favoriser l'acquisition des valeurs, et elle nous a décrit le processus. Alors nous allons observer une pause et nous allons revenir pour la deuxième partie de cette émission. Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com, n'a fait tout le monde songer que n'a suivi l'émission Former, Éduquer, Vivre, qui c'est émission Association professionnelle d'école privée. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Martine Libertino. Nous avons eu déjà, je le répète, l'occasion de la rencontrer, de l'entendre, il y a quelque temps de cela, lors d'une émission sur la question de la paix. Aujourd'hui, elle nous parle de sa philosophie. Alors, Madame Libertino, vous avez parlé au cours de la première tranche de l'émission des différentes valeurs qui font partie de votre philosophie. Mais quelle est la différence? Quelle différence faites-vous entre valeurs et sentiments, comme dans le cas de l'amour, par exemple? Alors, je peux déjà répondre à cette question et ensuite je pourrais peut-être vous expliquer comment nous pouvons faire la différence. Évidemment, dans le cadre du travail que je pratique avec les participants à mes formations et les personnes qui veulent acquérir cette philosophie. Alors, il est évident que vous avez dit une vérité pour moi, c'est que effectivement, une valeur, c'est un sentiment. C'est-à-dire que l'amour, on peut le considérer comme un sentiment, mais nous ne devons pas considérer un sentiment au même titre qu'une émotion. Ce qui veut dire que dans l'approche de l'homme, de son fonctionnement, la première chose qu'il va devoir apprendre, c'est qu'il fonctionne avec des sentiments et qu'il fonctionne avec des émotions. Les sentiments sont du domaine de sa conscience, puisque nous avons déjà parlé de cette conscience, qui est positif en l'homme, puisque c'est cette conscience qui va émaner d'elle ces valeurs fondamentales. Par contre, l'interprétation qu'il va faire de cette conscience, c'est-à-dire de ce sentiment, va se traduire par des émotions qui, à ce moment-là,
ne vont pas lui donner de bons conseils, qui vont se retourner contre lui, parce que un sentiment va nous faire du bien, alors qu'une émotion va nous faire du mal. Alors revenons à ce terme d'amour, pour bien comprendre la situation. C'est que si je suis à l'écoute de ces valeurs fondamentales qui sont issues de ma conscience, je vais éprouver le sentiment d'amour. Mais le sentiment d'amour veut dire que je m'aime, que j'aime les autres, mais que je suis neutre, que je suis détaché des autres et que je ne vais pas souffrir par les autres. Bon, si j'éprouve le désir d'interpréter cette notion d'amour avec mon subconscient, à ce moment-là, je vais me rendre compte que mon amour a une autre, si je puis dire, une autre valeur. C'est que je vais être dépendante des autres, je vais avoir une exaltation quand je m'attache aux autres, et où je vais me rendre compte que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ne pas être aimée, et que dans ce cas, cette interprétation de l'amour va me faire souffrir. Donc ça veut dire que soit je rejette la notion d'amour, soit je la vis dans l'exaltation. Et on parlera toujours d'amour, parce que une personne qui n'a pas compris le fonctionnement de son être intérieur n'a pas le détachement, le recul nécessaire pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, du fait que c'est très subtil, ce fonctionnement. Bien. Maintenant, écoutez, vous avez parlé de l'amour, on en a parlé assez là. Vous avez parlé de la liberté. Qu'est-ce que c'est pour vous que la liberté? Et quel rapport vous établissez entre la liberté et le libre arbitre? Ça peut paraître ridicule, cette question. Mais quand vous prenez liberté, est-ce que c'est du point de vue individuel ou bien collectif? Tandis que libre arbitre, c'est du point de vue essentiellement individuel. Oui, donc votre question n'est pas ridicule. Ok, allons-y. Alors, donc, effectivement, le libre arbitre, c'est tout à fait individuel. C'est-à-dire, j'ai la capacité de choix et personne ne peut choisir pour moi. Maintenant, pour moi, la liberté a encore une autre connotation qui est beaucoup plus élargie, à savoir que si je suis libre, cela veut dire que du point de vue de ma pensée, du point de vue de mes convictions, je ne vais pas me laisser influencer par les convictions des autres, et que je vais avoir à l'intérieur de moi cette faculté, si je puis dire, de vide dans le bon sens du terme, qui me permet de recevoir toute nouvelle idée, toute nouvelle vision des choses, sans que ça m'affecte si je ne considère pas que ce sont mes idées, mais sans pour autant que je les rejette, parce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc cette notion de liberté, d'ouverture sur la vision des autres, par exemple, va me permettre un amour des autres, ça va me permettre une tolérance, une capacité de les comprendre sans pour autant me laisser influencer. Donc cette liberté a une grande importance dans ma vision du monde, puisque si nous regardons par exemple le principe du racisme, c'est le contraire de tout cela. Parce que la différence de l'autre, la vision de l'autre me fait peur. Si elle me fait peur, elle m'atteint. Si elle m'atteint, je vais avoir l'impression que je dois me défendre. Si je dois me défendre, ça veut dire que je vais agresser, je vais rejeter l'autre. Maintenant, il y a une autre manière d'envisager la liberté qui a une énorme importance dans notre société. Et là, je parle au niveau de l'humanité, je ne parle pas d'une société occidentale ou autre, ni, je dirais, une société qui se passe en Afrique ou ailleurs. C'est la notion de la capacité d'être libre dans le quotidien. C'est-à-dire, au fond, où commence ma liberté, où s'arrête ma liberté. Est-ce que ma liberté me montre que j'ai le droit de tout faire, parce que personne ne peut m'obliger et je suis comme je suis et j'ai le droit de faire ce que j'ai envie, ou ma liberté passe également par ma responsabilité. C'est-à-dire que si j'utilise ma liberté avec l'amour, c'est la première valeur fondamentale, c'est vrai que je vais prendre conscience de mes besoins, je vais faire en sorte de respecter mes besoins, mais mes besoins ne vont jamais aller à l'encontre des besoins de l'autre. Et je serai en équilibre entre mon amour et la liberté que j'ai pour développer ma vie. Bien. Maintenant, vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de liberté, et votre troisième valeur, c'était? La rigueur. Justement. Grande qualité pour Haïti. La rigueur. Alors, ça me rappelle que la connaissance étant universelle, la connaissance étant une, ça me rappelle que dans les colonnes des temples, des sociétés initiatiques qui remontent à la nuit des temps,
il y a justement une colonne de la rigueur, toujours. Alors, parlez-nous de la rigueur. Alors, c'est intéressant parce que, au fond, la rigueur est une des qualités, parce que quand on parle valeur, parlons de qualité, d'une manière tout plus simple, on peut parler de qualité. La rigueur est une valeur souvent qu'on néglige. Et pourquoi on va la négliger ? Parce que c'est une qualité qui va me permettre de faire mon travail correctement, d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà, mais on ne lui donne pas la valeur justement qu'elle le mérite, parce que si je suis rigoureux, ça veut dire que j'ai des qualités qui sont plutôt rationnelles, qui ne sont pas très importantes au vu de ma vision spirituelle des choses, au vu d'une vision philosophique, etc. Mais, eh bien, moi, je prétends que cette qualité est une des qualités les plus importantes. Pourquoi ? Parce que si je développe cette qualité, elle, au même titre d'ailleurs que la détermination, puisque finalement, ce sont deux qualités qui pourraient ne pas être considérées comme des qualités spirituelles. En réalité, c'est une qualité qui est la somme de plusieurs qualités. Alors, toutes les qualités sont la somme de plusieurs qualités. Non, mais parce là, que nous pourrions développer. Dans la rigueur, vous avez le souci du sens moral, vous avez la discipline, vous avez la détermination, comme vous dites. C'est tout ça qui constitue la rigueur. Pas dans ma philosophie. Puisque les choses sont beaucoup plus, si vous voulez, nous allons beaucoup plus en profondeur, à savoir que la détermination est une valeur qui est je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je le mets en place, alors que la rigueur, je décide d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Oui, quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Non, quelqu'un qui est déterminé est quelqu'un qui décide d'avoir la force de faire ce qu'il veut. Et qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut. C'est celui qui a la rigueur. Voilà. Ce sont deux qualités différentes pour moi. Voilà. Bon, allons-y. C'est très subtil, hein, c'est très subtil. Bon, voilà. Alors donc je disais que c'était une qualité qui n'avait pas, qu'on négligeait un petit peu parce qu'on avait l'impression qu'elle n'avait pas d'importance, parce qu'au regard d'aimer les autres, au regard d'être responsable, etc., ça ne paraît rien. Mais en fait, ce que l'être humain doit comprendre, c'est que même s'il a des grandes idées, même s'il a un idéal extraordinaire, même s'il veut sauver le monde, s'il le fait sans la rigueur, c'est-à-dire avec un état d'esprit qui va l'amener à commencer quelque chose, à ne pas le finir, qui va l'amener à ne pas se faire un suivi de ce qu'il a mis en place, etc., en fait, il va détruire toutes ces grandes idées parce qu'il ne se donnera pas l'opportunité de le mettre en place dans le concret. Il va se gaspiller. Il va s'éparpiller, effectivement. Voilà. Et nous ne devons jamais oublier que même si nous avons un idéal, même si nous philosophons, nous devons mettre cette philosophie en place dans un monde concret parce que nous sommes des êtres humains. Et pour moi, c'est faire de la provocation que de philosopher pendant des heures et de ne pas mettre cette philosophie à la portée des personnes qui vivent dans la société, qui doivent travailler, qui doivent manger, qui doivent élever leurs enfants, parce que nous sommes dans un monde réel, dans un monde matériel. Et c'est pour ça que nous devons avoir des techniques de travail pour pouvoir mettre cette philosophie en place. C'est pas de vous demander de reprendre quelques mots très simples comme vous faites, cette valeur archi importante qu'est la rigueur. Alors donc la rigueur est une des qualités primordiales que l'être humain doit développer et que je conseille aussi au peuple haïtien de développer, qui lui permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Mais c'est un grand travail. On pourrait peut-être donner encore une ou deux petites informations. Hein, parce que une personne qui manque de rigueur, au fond, va avoir deux fonctionnements donc visibles. Hein. Le premier fonctionnement, c'est que cette personne va avoir du mal à aller au bout de ses gestes. Et une personne qui manque de rigueur peut se voir fonctionner. Elle va commencer quelque chose, elle va oublier, elle va le laisser et elle va aller faire autre chose. Elle s'éparpille. Et elle éparpille aussi tous les objets qu'elle utilise et qu'elle ne va pas ranger, vous voyez. Oui. Après, elle vous dira que c'est un beau désordre. Voilà. Et là, je parle aux parents, ils doivent bien comprendre tout cela. Voilà. C'est qu'effectivement, on va voir que cette personne a une déstructuration de ses gestes. Au niveau de sa pensée, c'est une personne qui va aussi être déstructurée, c'est-à-dire qu'elle va penser à quelque chose, après elle va s'éparpiller, elle va penser à autre chose, et elle ne va pas non plus aller au bout de ses décisions. Et elle va avoir une troisième difficulté, c'est que cette déstructuration, en fait, vient de sa difficulté à envisager
de faire quelque chose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle n'aime pas, parce qu'elle a l'impression que l'effort sera tellement grand que c'est trop difficile d'aller jusqu'au bout de cet effort. Et donc cette personne va avoir ces 3 difficultés majeures qui vont occasionner de telles programmations émotionnelles que malgré toutes ses grandes idées, son intelligence, etc., elle va se mettre en état d'échec. Bien. Maintenant, vous avez aussi parlé d'idéal. De beauté d'abord. Oui, mais écoutez, est-ce que ces valeurs, vous les avez énumérées dans un ordre décroissant ou bien toutes ces valeurs sont égales? Elles sont égales. Elles sont égales. Alors l'idéal, c'est quoi? Alors l'idéal, c'est la faculté pour un être humain de prendre conscience de ses besoins et surtout de prendre conscience que ses besoins sont la somme de ses rêves et non pas de ses obligations. Sont la somme de ses rêves et non pas de ses obligations. Bien, bon là ça je suis vraiment d'accord. Parce que sans le rêve, on ne vit pas. Voilà. Quelqu'un qui ne rêve pas, c'est quelqu'un qui est, pour employer un mot un petit peu dur, qui est presque inutile. En tout cas, il est inutile pour lui-même puisqu'il va se faire du mal. Voilà. Et comme il va se faire du mal, il va faire du mal aux autres. Voilà. Et la beauté? Alors, la beauté, pour moi, est indispensable à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 formes de beauté. Il y a ce qu'on appelle tout simplement la beauté intérieure, c'est-à-dire qu'une personne qui est heureuse, une personne qui aime la vie, qui est capable de donner autour d'elle, va avoir ce qu'on appelle tout simplement des beaux sentiments. Elle va se faire du bien autour d'elle. Mais il n'y a pas que cette beauté-là. Il y a aussi, je dirais, l'esthétique. C'est très important pour l'être humain. Et il y a la beauté aussi qui est issue de la rigueur, puisque vous disiez tout à l'heure que ces valeurs peuvent être dépendantes l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je fais preuve de rigueur, je me rends compte que je dois respecter au fond ce qui est autour de moi. Je ne vais pas jeter un papier par terre, par exemple, vous voyez, voilà. Si je ne vais pas jeter un papier par terre, c'est parce que je fais preuve de respect pour la nature, donc je fais preuve de respect pour moi, ce qui veut dire que je fais preuve de dignité. Hein. Et le résultat final, c'est que mon environnement sera beaucoup plus beau. Donc la beauté a une valeur très importante. Et une dernière valeur qui est importante dans la beauté, c'est tout ce que les artistes peuvent apporter à l'humanité. Parce qu'ils vont apporter justement cette capacité d'imagination, cette capacité de création, de nouveauté qu'une personne n'ayant pas ces dons, puisque l'art c'est un don, hein, ne pourra pas apporter à l'humanité. Mais vous parlez tantôt de valeur, tantôt de qualité. Est-ce que ce sont des synonymes? Tout à fait. C'est-à-dire que une valeur fondamentale est une qualité donc de base. C'est la qualité qui est exprimée par la conscience de l'homme, qui est un sentiment également. Qui est un sentiment également. Voilà. Alors que le subconscient émane une émotion. Je fais une grande différence entre le sentiment, qui est positif, et l'émotion, qui est négative, non pas parce qu'il y a de la méchanceté dans ce terme-là. Dans ma philosophie, être négatif, ça veut dire se faire souffrir. Alors, quelle est l'incidence de ces valeurs en général, par exemple, pour l'établissement de la paix? Bon, je comprends qu'à l'intérieur chez la vie d'un individu, s'il arrive à assumer et à développer ses valeurs, ses qualités, il connaît la paix, qui est le meilleur état auquel un homme puisse aspirer. Mais pour une collectivité, il faut quand même avouer, c'est beaucoup plus difficile. Oh, je dirais même pour un être humain, c'est difficile. Voilà pourquoi ce n'est pas suffisant de prendre conscience des valeurs fondamentales. Je vais même beaucoup plus loin, à savoir qu'une personne qui est complètement acquise aux valeurs fondamentales, pour elle c'est une évidence. Si elle ne prend pas conscience de son fonctionnement intérieur, malgré sa bonne volonté, elle peut se comporter dans sa vie à l'opposé des valeurs fondamentales auxquelles elle croit. C'est pour ça que dans ma philosophie, il y a un deuxième volet que j'ai abordé tout à l'heure, à savoir que il ne suffit pas d'avoir une philosophie, il faut la mettre en pratique au quotidien. Mais si on ne la met pas en pratique, elle n'est pas de philosophie. Si on ne la met pas en pratique, ça reste une philosophie qui devient théorique. Voilà. Ce n'est même pas ça. Ça veut dire que, comme disait un philosophe,
Ce n'est pas le tout d'expliquer le monde, il s'agit de le transformer. Oui, mais il ne s'agit pas non plus de transformer le monde en croyant que il suffit de faire des actes. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus difficile. Si on regarde vraiment le travail qu'il y a à faire, si on ne veut pas le faire évidemment, parce que si on veut, c'est pas difficile. Mais comment justement poser ces actes ? La seule solution pour poser ces actes, ce n'est pas de dire je veux faire quelque chose, parce qu'on ne pourra pas le faire, on n'aura pas les moyens. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous ce fameux subconscient dont je parle, qui fait que nous avons des habitudes de fonctionner, et ces habitudes de fonctionner vont se manifester chez un individu, comme dans une communauté, comme dans un pays, ce que j'appelle la conscience collective. Ce qui veut dire que mettre à disposition d'une manière rationnelle de la population cette philosophie, c'est lui apprendre d'abord le fonctionnement de l'homme et lui donner des techniques de travail en comprenant que l'homme a un subconscient, il a des programmations émotionnelles très précises et il a le pouvoir de rééduquer son subconscient et à ce moment-là de changer en fait le monde. Et je reviens à ce que je disais au départ, à partir du moment où j'ai pris conscience des programmations émotionnelles qui sont en moi. J'ai pris conscience que je suis un individu, que j'ai une personnalité très précise, avec des qualités particulières, avec des programmations particulières, et que je prends conscience de ce fameux libre arbitre, ce fameux pouvoir dont on parlait tout à l'heure, avec des techniques de travail pour pouvoir ne plus souffrir de mes programmations émotionnelles, telles que, puisque nous avons parlé tout à l'heure de l'amour, on peut parler de la dépendance. Vous êtes d'accord que la dépendance est une programmation émotionnelle, puisque ça me fait souffrir. Donc, je vais pouvoir prendre conscience du pourquoi cette dépendance. Quelle est la personnalité qui me conduit à devenir dépendant ? Quelles sont les raisons profondes ? Et que vais-je mettre en place dans ma vie pour pouvoir éduquer mon subconscient et changer cette dépendance en neutralité, en amour, mais en liberté, qui me permet d'aimer l'autre sans être influencé par ce que l'autre souhaiterait de moi. Et à partir de ce moment-là, si chaque être humain sur la Terre, dès l'enfance, peut faire ce travail, la personne va obligatoirement et automatiquement arriver d'elle-même à ses valeurs fondamentales. Vous avez dit que les personnes qui nous ont fait souffrir sont responsables de ce qu'elles nous ont infligé. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est qui ? Je ne sais pas, mais en tout cas pas moi. Pourquoi ? Mais en réalité, les personnes qui font du mal aux autres, elles ont une responsabilité. Alors, pour moi, c'est plus subtil que ça. C'est que effectivement, une personne qui fait du mal est responsable de ce qu'elle fait. Oui. Bon, mais attendez, elle est responsable de ce qu'elle fait, mais elle n'est pas responsable de ce qu'elle me fait, dans ce sens que je suis responsable de ce que j'éprouve par rapport à ce que la personne voudrait me faire. Et donc je suis responsable de la programmation émotionnelle qui me fait souffrir, la personne est responsable des actes qu'elle fait. Mais au fond, je vais souffrir parce que j'ai à l'intérieur de moi la peur d'attirer ce type de situation, la peur d'attirer ce type de personne. Et à ce moment-là, effectivement, oui, je vais avoir du mal. Mais je vais avoir du mal par ma propre interprétation. Donc, quelle est notre part de responsabilité ? La personne a 100% de responsabilité pour ses propres actes et j'ai 100% de responsabilité pour mes propres émotions. Alors, à ce moment-là, donc c'est nous qui attirons ce genre de souffrance. Exactement. Voilà. Par la peur, par exemple. Par la peur, par la idées colère, négatives. par le doute, par la dépendance, par le désir d'imposer son avis, par la soumission, par le perfectionnisme, par la tendance à se sacrifier, etc. En fait, toute personne qui a une programmation émotionnelle, je crois que c'est comme ça un petit peu qu'il faut voir les choses, toute personne qui a une programmation émotionnelle va avoir en elle la peur d'attirer une situation correspondant à cette programmation émotionnelle. Je vous donne un exemple. Une personne qui a tendance à se sacrifier va toujours avoir peur au fond d'elle d'attirer des personnes qui lui demandent trop, donc qui la sacrifient, qui la négligent. Elle va avoir peur d'attirer des obligations dans sa vie. En même temps, inconsciemment, elle est complètement acquise à attirer cela parce qu'elle ne connaît rien d'autre, c'est sa seule référence. Et donc déjà, c'est une énorme...
Et ensuite, cette personne va avoir également en elle une culpabilité si elle ne se sacrifie pas, parce qu'elle aura l'impression d'être égoïste. Si vous regardez ces 3 programmations émotionnelles, elles vont être très importantes dans la vie d'un être humain. Vous êtes d'accord que ça fait le destin de quelqu'un, hein, une programmation comme cela. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle va attirer des personnes qui sont complémentaires à sa programmation. Donc, soit elle va attirer dans sa vie des personnes qui ont les mêmes tendances qu'elle à se sacrifier, donc ces 2 personnes vont attirer encore plus de fardeau dans leur vie, soit elle va attirer des personnes qui sont égoïstes et qui vont s'appuyer sur elle, profiter de sa bonne volonté, jusqu'à la culpabiliser et jusqu'à l'amener un jour à avoir un tel fardeau qu'elle va faire soit une dépression, soit elle va partir. C'est comme ça que le subconscient fonctionne. À partir du moment où, justement, j'ai acquis la valeur fondamentale de l'amour, je vais comprendre ce qu'est la notion de la responsabilité, mais il va falloir d'abord que je me regarde fonctionner, que j'acquière ces techniques de travail, que j'enseigne, pour pouvoir ensuite mettre dans le quotidien, en place dans ma vie, ce que je dois faire pour me libérer de cela, pour éduquer mon subconscient. Eh bien, n'a pas appelé tout le monde comme c'est l'émission Former, Éduquer, Vivre de l'association professionnelle d'école privée, patronnée par Bâtiment d'établissement Bertoni Vieux, éditions MS et Logo Design. Si vous avez des questions avec suggestions, vous pouvez écrire à pep.pep.fr10@gmail.com. Et n'a pas appelé tout le monde que nous avons Mme Martine Libertino, qui a parlé de base philosophie libre. C'est des premières émissions, on a bal rendez-vous pour une deuxième émission.